Les prophéties ont une place fondamentale dans l'œuvre de George R. R. Martin. Qu'elles prennent la forme de rêves, de visions ou encore de légendes annonciatrices, elles forment une partie intégrante et cruciale de l'univers. Il ne s'agit pas de simples prédictions de Nostradamus lancées sur les comptoirs d'auberge, mais bien de réels signes avant-coureurs, parfois durs à interpréter. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces différentes prophéties qui façonnent le monde dans lequel évolue l'intrigue, cette vidéo est faite pour vous. Salut tout le monde et bienvenue dans la Citadelle pour parler aujourd'hui de prophéties. Et comme j'ai pu le mentionner en introduction, elles ont vraiment une place prépondérante tout au long de l'histoire de l'univers, à tel point que la saga elle-même, A Song of Ice and Fire, est nommée d'après l'une d'elles. Donc comme vous pouvez le deviner, elles présentent une importance capitale à la fois pour la compréhension de l'univers, mais également des personnages et donc de la trame elle-même. Et ça, c'est à mon sens une des choses qui manque le plus à la série, qui a décidé de laisser de côté un aspect majeur de l'histoire, même si les dernières saisons essayent un peu de le réintroduire par-ci par-là. Ceci dit, on va pouvoir maintenant démarrer cette vidéo dans laquelle je vous présenterai certaines des prophéties et visions les plus importantes, ainsi que des interprétations probables. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, parce que des rêves prémonitoires, il y en a un paquet quand même, dont certains seront présentés peut-être dans des futures vidéos, et donc on va se focaliser sur les prophéties majeures. Et pour commencer, on va définir un peu le cadre de ces prophéties, qui peuvent prendre un certain nombre de formes, et on va s'intéresser en premier lieu aux rêves prémonitoires. En 126 BC, donc c'est-à-dire je le rappelle 126 ans avant la conquête d'Aegon, un seigneur d'une maison noble valyrienne du nom d'Aenar Targaryen gérait tranquillement ses bails à Valyria quand un jour, sa fille Daenys eut un rêve annonçant la chute de la cité. Aenar, qui a bien senti le coup, vendit toutes ses possessions à Valyria pour s'installer avec sa famille et ses dragons sur l'île de Dragonstone, un des avant-postes valériens les plus éloignés de la péninsule. Bien entendu, 12 années plus tard, donc en 114 BC, le cataclysme se produisit, et Valyria fut détruite Atlantide style, l'hégémonie des Dragon Lords valériens avec elle. Aenar, surnommé maintenant l'Exilé, et qui entre-temps était devenu seigneur de Dragonstone, survécut à la chute. Dans la plus pure tradition valérienne, sa fille, Daenys, maintenant la rêveuse, épousa son frère, et leur lignée régna sur Dragonstone, jusqu'à ce que leurs descendants Aegon et ses deux sœurs entreprirent la conquête de Westeros. Donc ce rêve de Daenys est peut-être inspiré de l'histoire du rêve de Cassandre, mais qui pour le coup ne fut pas du tout écouté par sa famille, et qui prédit la chute de la ville de Troie. Alors c'est pas exactement celle-là. Ouais, voilà. Mais Daenys n'est pas la seule Targaryen à être dotée de pouvoirs divinatoires dans ses rêves. En réalité, un certain nombre d'entre eux ont fait ce que l'on appelle des rêves de dragon. Comme exemple notable, Daeron Targaryen, le fils aîné du futur roi Maekar Ier, arrivé de la mort de Baelor, son oncle et prince héritier. Mais les autres fils de Maekar sont également sujets à ces rêves. Aemon Targaryen, donc le futur Maester Aemon de la Night's Watch, prévoit par exemple le retour des dragons. Daenerys Targaryen également rêve à plusieurs reprises de la naissance de ces dragons, et également d'un combat à mener à Westeros contre des troupes portant des armures de glace, pouvant laisser présager à une possible confrontation avec les White Walkers. Je vous rappelle que dans les bouquins, elle est encore à Meereen. Et il est également mentionné à plusieurs reprises que les membres de la maison Blackfyre, donc qui est une ligne sœur des Targaryen, ont vu la mort de certains de leurs membres en rêve. Donc vous l'aurez compris, les rêves forment un moyen assez courant pour les prémonitions. C'est également le cas chez les enfants de la forêt, dont les sages, des sortes de chamans appelés Green Seers, donc c'est-à-dire les oracles verts, possèdent la capacité d'avoir des rêves prophétiques, la vue verte, du coup. Cette capacité est retrouvée chez certaines personnes du Nord, telles que Jojen Reed. Donc Jojen fait pour la première fois un rêve vert quand il était proche de mourir de maladie, et qu'il est visité donc dans son sommeil par une corneille à 3 yeux qui lui confère ce pouvoir. Dans l'un de ses rêves, il voit cette même corneille essayer de délivrer un loup enchaîné. Donc en réaction à ça, son père l'enverra à Winterfell avec sa sœur Mira. À Winterfell, il a également plusieurs rêves prophétiques. Il a une vision de Winterfell pris par les eaux et des vagues noires s'écrasant contre les remparts. Il voit également dans ce rêve 3 hommes noyés dans la cour.
Aelbeli, un garde, Chael, le septon de Winterfell, et Mikken, son forgeron. Cette vision laisse en réalité présager de la prise de Winterfell par les Ironborns sous le commandant de Theon Greyjoy, et ces 3 personnages figurant parmi les victimes. Donc voilà, c'est également pour vous montrer que ces visions peuvent être parfois compliquées à interpréter tant que les événements n'ont pas eu lieu, et qu'il faut également savoir extrapoler, donc dans ce cas précis par exemple, c'était d'assimiler les vagues au Greyjoy. Et plus tard, donc, Jojen rêve de Bran et Rickon se faisant écorcher par un prisonnier de Winterfell. Il se trouve que ce prisonnier n'est autre que Ramsay Snow, et qu'il prédit en fait le meurtre, donc par lui et Sion, des 2 paysans qui seront écorchés pour les faire passer pour Bran et Rickon. Et de la même manière, Brandon lui-même possède également ce pouvoir qu'il acquiert lors de son coma après sa chute, pendant lequel il voit également une corneille à 3 yeux qui lui dit qu'il ne marchera plus, mais qui volera. These are dreams, Bran. Nothing more. No. My dreams are different. Mine are true. D'autres personnages ont également des rêves prémonitoires, comme par exemple Jaime Lannister, qui rêve que Brienne est enchaînée et doit affronter un ours, ce qui le fait revenir la sauver. Mais après, pour ce cas-là, il s'agit plus d'intuitions qui se révèlent être réelles qu'un vrai don mystique. Après avoir étudié les rêves, on va maintenant parler un peu de visions, et en particulier les nombreuses visions auxquelles est confrontée Daenerys Targaryen lors de son passage dans la House of the Undying à Qarth. It would be an honor to host you at the House of the Undying. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, celle-ci intervient quand Daenerys Stormborn est à Qarth, et elle est un peu en galère pour trouver de l'aide en fait, des bateaux, des troupes. Alors elle décide de rendre visite à ceux qu'on appelle les Warlocks, donc c'est une sorte de secte de mages du coin. Et donc elle va dans cette maison, la House of the Undying, donc la maison des gens qui ne meurent pas, littéralement, je suis désolé pour la traduction, pour leur demander conseil. Et donc dans cette maison, elle va se déplacer de pièce en pièce, qui lui présente un certain nombre de visions qu'on va essayer d'analyser ici. Et ces visions donc sont assez nombreuses, et je vais simplement vous présenter les plus pertinentes en fait. La première présente un banquet macabre, où les invités baignent dans leur sang, certains ont des membres découpés. Et en tête du banquet, donc sur un trône, se tient un homme mort avec une tête de loup portant une couronne de métal. Donc cette vision prédit bien entendu les Red Weddings, où Robb Stark et ses alliés trouveront la mort donc, lors du mariage d'Edmure Tully et de Roslyn Frey dans les livres et la saison suivante. La vision suivante qu'a Dany est celle d'une maison avec une porte rouge et qui l'empare d'une très grande mélancolie. Elle y voit Sir Willem Darry qui l'appelle ma petite princesse et qui lui dit qu'elle est voilà, à la maison, chez elle, dans un lieu sûr. Et donc ça, il s'agit d'une image récurrente du personnage de Dany, donc celui de la maison où elle a grandi à Braavos étant petite, et le seul endroit où elle s'est jamais vraiment sentie chez elle, avec la seule figure paternelle qu'elle n'ait jamais eue. Et après avoir dû quitter cette maison, en fait, Dany et son frère ont dû se déplacer de ville en ville pour demander l'abri. Daenerys n'ayant jamais su trouver sa place vraiment, cette maison a toujours symbolisé cet endroit idyllique où elle appartient. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs par cette symbolique de la maison à la porte rouge, je vous renvoie à l'analyse de l'épisode 5 de la saison 8 où je la développe. Donc ensuite, après ça, Dany revoit une scène où son père donne l'ordre à Rossart, donc, qui était la main du roi à l'époque et le chef de la guilde des alchimistes, de faire cramer King's Landing. Puis elle voit un homme qu'elle pense tout d'abord être son frère, seulement plus grand et avec des yeux plus foncés. Cet homme se tient auprès d'une femme qui allait un nourrisson. Donc la femme lui dit qu'Aegon est un nom parfait pour un roi, et lui demande s'il allait lui écrire une chanson. L'homme lui répond que cet enfant en a déjà une, qui s'appelle la chanson de la glace et du feu, et qu'il sera le prince promis. Ensuite il fixe Dany dans les yeux et déclare qu'il devra y avoir un troisième, car le dragon a 3 têtes, avant de se mettre tristement à jouer de la harpe jusqu'à ce que la vision s'efface. Donc on comprend évidemment qu'il s'agit de Rhaegar Targaryen, le prince de Dragonstone, et de sa femme Elia Martell tenant leur second enfant Aegon. Pour ce qui est de la chanson de la glace et du feu et du prince promis, on va y revenir dans la deuxième partie de cette vidéo, car il s'agit d'une prophétie à part entière qui mérite vraiment qu'on s'y attarde plus longuement. En revanche, ce que Rhaegar nous apprend, c'est qu'il est un troisième Targaryen, et ça renvoie donc au dragon tricéphale qui figure sur le blason de la maison Targaryen, qui représente à l'origine Aegon et ses 2 sœurs, Rhaenys et Visenya. D'ailleurs, le prince de Dragonstone, étant très porté sur la symbolique, avait nommé ses 2 premiers enfants Rhaenys et Aegon, justement. Et donc Dany interprète ce troisième dragon comme étant elle-même, ce qui est une possibilité.
Mais cependant, il est également possible que Rhaegar ait eu un troisième enfant, et je pense que vous voyez tous où je veux en venir. Elia Martell étant de nature très fragile, il est dit qu'elle a mis 6 mois à se remettre de l'accouchement d'Aegon, ce qui manqua de la tuer, et que les Maesters de King's Landing ont annoncé qu'elle ne pourrait sûrement plus jamais en avoir d'autres, il se peut que Rhaegar ait cherché à trouver une seconde femme pour lui assurer ce troisième enfant. Vous comprenez pourquoi cette vision de Dany a été un des arguments principaux pour appuyer la théorie selon laquelle Jon Snow serait le fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark. D'ailleurs, une autre vision de Dany, dans ce même lieu, montre la mort de Rhaegar qui murmure le nom d'une femme dans son dernier souffle, ce qui est totalement cohérent avec ce qu'on vient de voir. Parmi ces autres visions, elle voit entre autres une bannière Targaryen flottant au-dessus d'une foule en liesse. Cela peut présager d'un retour triomphal de Dany, mais également celui d'un autre Targaryen, puisque je vous le rappelle que 3 livres plus tard, le supposé Aegon, fils de Rhaegar, débarque à Westeros. Cela pourrait même laisser supposer un mariage entre Daenerys et lui dans la coutume valyrienne au final. Et Dany peut également voir un homme blond platine, à la peau cuivrée, sous l'étendard représentant un étalon enflammé et devant une cité en feu. Donc il s'agit là d'une représentation sous des traits targaryens de la prophétie de l'étalon qui chevauche le monde, dont on parlera également dans la deuxième partie de cette vidéo. D'ailleurs, elle voit au passage une scène au Dosh Khaleen, donc cet endroit où résident toutes les femmes des Khal morts, et elle y voit justement ces femmes se prosterner devant elle. Ensuite, elle peut voir 10 000 esclaves l'accueillir, l'acclamer et l'appeler mère, ce qui arrivera donc lors de la libération de Yunkai, et finalement, une dernière vision montre une fleur bleue poussée sur un mur de glace, qui pourrait suggérer une renaissance de Jon Snow, car je vous le rappelle dans les bouquins, il est toujours mort ce con. Ce qui est également intéressant dans cette vision, c'est que cette fleur bleue justement est en réalité une fleur de l'hiver, donc qui est un symbole du Nord et qui pousse à Winterfell, et qui est également la fleur préférée de Lyanna Stark. C'est de cette même fleur qu'est faite la couronne qu'a déposée Rhaegar sur sa tête pour la nommer Reine de l'amour et de la beauté, après sa victoire au tournoi de Harrenhal en 281, ce qui a fait énormément de bruit à l'époque, considérant donc le fait qu'il était déjà marié à Elia Martell, et que Lyanna était promise à Robert Baratheon, et bon, on sait tous comment cette histoire s'est terminée, puisqu'il l'a enlevée 1 an plus tard. Donc cette vision nous permettrait de retrouver une nouvelle fois un lien avec Jon. Et voilà, donc je vous ai fait un petit résumé de toutes ces visions qu'on peut observer dans ce bâtiment, dans les livres en tout cas, mais sans tout détailler non plus, parce que il y en a d'autres et que tout s'enchaîne quand même assez rapidement. Mais l'événement le plus intéressant de cette aventure de Daenerys, c'est sûrement sa rencontre avec les Warlocks, justement, donc ces mages de Qarth. Et au cours de cette entrevue, ils lui font une prédiction assez énigmatique. Et là je vais vous laisser la VO à l'écran, parce que je la trouve très poétique et qu'elle roule bien en bouche, comparée à la traduction à l'arrache que je vais vous dire. Donc cette prédiction dit que Daenerys allumera 3 feux. Un pour la vie et un pour la mort et un pour l'amour. Qu'elle chevauchera 3 montures, une pour le lit et une pour la terreur et une pour l'amour. Et finalement, elle connaîtra 3 trahisons, une pour le sang et une pour l'argent et une pour l'amour. L'importance du chiffre 3 dans cette prédiction et dans toutes les autres visions de Dany, au-delà de mettre du rythme dans le récit, ça rappelle bien entendu donc cet aspect tricéphale du dragon et même de toute la destinée targaryenne. Et cette prédiction, ou plutôt ces 9 prédictions en réalité, sont assez compliquées à interpréter, mais il semble que celles-ci soient chronologiques. Donc les 3 premières de chaque référant à un événement qui est déjà passé, les 3 secondes présentant des événements qui sont sur le point de se produire, et finalement les 3 dernières ayant donc quelque chose en commun qui est l'amour. Et donc ça laisse présager le endgame final de la saga. Et donc on va résumer ces 9 présages dans un tableau, parce que sinon je vais carrément galérer à vous faire comprendre de quoi je parle. Ainsi, on peut envisager que les 3 premières prophéties, donc celles qui traitent d'événements accomplis, sont en lien avec l'histoire de Dany et de Khal Drogo. Le feu allumé pour la vie ferait référence à celui du bûcher funéraire de Khal Drogo, puisqu'elle permet à Daenerys de donner naissance à ses 3 dragons, et à elle-même en tant que dragon targaryenne d'un point de vue un peu plus symbolique. La monture qu'elle chevauche pour le lit représente son mariage avec le Khal, puisque le cadeau de noces qu'il lui a offert est une jument blanche, donc qu'elle chevauche, et puisque d'un autre côté elle chevauche également son mari au lit, mais pas de la même manière que le cheval, en tout cas je l'espère. Et la trahison pour le sang évoque celle de Mirri Maz Duur, donc qui est une prêtresse du peuple Lhazareen que Dany a sauvée, et qui utilise la magie du sang
donc qui est un des types de magie qui existe dans cet univers, ce qui rend Drogo végétatif et Dany stérile, et ce qu'elle ressent un peu comme une trahison, ce qui est assez concevable, je l'avoue. Donc voilà, utilisation de la magie du sang, trahison pour le sang, tout ça. D'autant plus que cette trahison permet d'éliminer le fils de Dany, Rhaego, qui est littéralement son sang. On va passer au deuxième set de prédictions, qui semble concerner des événements sur le point d'arriver. La monture que Dany chevauchera pour la Terreur est très certainement son dragon Drogon, qu'elle montera par la suite, pour la bonne et simple raison que cet univers s'articule autour d'un aspect assez cyclique, et que le destin de Dany semble se rapprocher de celui d'Aegon le Conquérant, dont le dragon était Balerion, et le surnom de Balerion, qu'il a sûrement dû piquer à Mike Tyson, était la Terreur Noire. Et pour ça je vous renvoie à la version originale qui utilise exactement le même mot dans le surnom du dragon, comme dans cette prophétie, hein. C'est pas moi qui m'autorise une approximation de traduction en écrivant cette vidéo ou quoi. Le feu que Daenerys allume pour la mort est, selon moi, celui qu'elle utilisera dans cette même pièce à la fin du chapitre, puisque après ces visions, donc les Undying, ceux qui ne peuvent pas mourir, et donc qu'elle est en train de voir, l'attaquent. Et Drogon, dont on parlait à l'instant, utilise son feu pour y mettre un terme. Et c'est bien là un feu allumé pour la mort, donc de par l'action de donner la mort, et par la secte et le lieu où ça se produit. Finalement, la trahison pour l'argent fait probablement référence à la trahison de Jorah, puisqu'il vendait des informations concernant Daenerys à Robert Baratheon par l'intermédiaire de Varys. Cependant, vu le nombre de mercenaires qu'elle a à sa disposition, il est possible qu'il s'agisse d'une autre trahison qu'on n'a pas encore vue, comme par exemple Daario Naharis. Et on va conclure cette partie avec les 3 dernières prédictions, qui pour le coup sont assez compliquées à interpréter, sachant qu'il reste encore pas mal de chemin dans les bouquins. On peut imaginer que le feu allumé pour l'amour correspond à un feu symbolique, donc un amour naissant. Pour ce qui est de la monture, encore une fois, c'est très compliqué de dire, surtout qu'il faut noter que pour ces deux cas de figure, c'est plutôt un feu et une monture pour aimer plutôt que pour l'amour. C'est to love et pas for love, comme c'est le cas dans la dernière prédiction. Et donc finalement, cette dernière prédiction, donc une trahison par amour. Donc là encore, ça traite sûrement du destin final de Dany, et c'est la raison pour laquelle je m'attendais à ce que Jon la tue dans la conclusion de la série. Vous l'aurez compris, cet épisode a été séparé en 2 parties, pour des raisons pratiques, et j'avais vraiment écrit le script dans l'idée d'avoir une montée en puissance dans les prophéties. Donc tout ça pour dire que restez bien aux aguets pour la deuxième partie, parce que là on va vraiment sortir l'artillerie lourde, à base de grands étalons, de Prince Promis, de Valonqar, d'Azor Ahai, enfin de tout ce que vous pouvez imaginer. D'ici là, portez-vous bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et je vous dis Valar Morghulis, et à la prochaine.